L'Occident garde une arme de dissuasion massive, débrancher les Russes du réseau interbancaire SWIFT. Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour Julien. De quoi s'agit-il? Alors, SWIFT, d'abord, c'est une coopérative de droit belge qui avait été créée dans les années 1970. À quoi sert-elle? Ce sont en fait des messageries sécurisées pour procéder très rapidement à des transactions, précisément encore de manière sécurisée. Si on retire, on débranche, comme vous disiez, les banques russes, au nombre de 300 à peu près, de ce système, de cette messagerie, ça veut dire qu'il faudra procéder comme à l'ancienne avec le fax, même si ça fait longtemps que le fax n'a plus de manivelle pour être activé. Ça risque d'être un peu long. Ouais. Ça risque d'être très long, et justement quand il s'agit de très gros montants, par exemple la facture de gaz que la Russie encaisse, c'est quelque chose d'intéressant en termes de sanctions. Je remarque autre chose, c'est que cette sanction, donc la déconnexion de la Russie ou des banques russes de ce système, de cet organisme SWIFT, vient dans le cas, et ça les ministres de l'Europe sont très clairs, dans le cas où la Russie poursuivrait son avance. Ça veut dire que, d'emblée, on a entériné la perte pour l'Ukraine des régions actuelles du Donbass qui sont donc occupées à la fois par les séparatistes et très vraisemblablement par une assistance militaire russe conséquente. Vous voyez déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans un autre cadre qui veut dire on aborderait cette mesure, on envisagerait cette mesure si les Russes avançaient. Jusqu'où? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui reste après SWIFT? Ouais. Jusqu'à Kiev, vous voyez? Donc on retarde en quelque sorte, on prend un sursis par rapport à ce qui peut être beaucoup plus grave, en disant attention, on va se fâcher. Ça me rappelle la manière dont François Mitterrand avait traité avec Slobodan Milošević à l'époque de la guerre en Croatie et en Serbie, où régulièrement il avertissait le dictateur serbe que les choses allaient se gâter. Et de fait, le dictateur serbe n'a jamais tenu compte de ses avis et de ses admonestations. En tout cas, ces sanctions vont peser dans la vie quotidienne des Russes. Est-ce qu'on sait ce que pensent les Russes des ambitions de Vladimir Poutine? Alors, là aussi, c'est compliqué en ce moment parce que vous avez des instituts de sondage. Certains sont encore libres, dont l'Institut Levada, qui est totalement indépendant du pouvoir, mais qui est extrêmement muselé. Et on ne serait pas étonné que, malheureusement, dans un avenir proche, ils subissent ce que d'autres associations ou organismes russes ont subi, c'est-à-dire d'être classés sous l'étiquette agent de l'étranger, qui est infamante. Bien sûr. Donc suspendu, quoi. Voilà. Alors, on n'en est pas encore là, heureusement, mais ça rend les choses difficiles pour travailler parce que cet institut était particulièrement intéressant. Deux choses sur la question que vous me posiez. Il y a d'un côté la reconnaissance des Russes à Vladimir Poutine pour le fait qu'il est sorti de la misère un certain nombre de Russes et un nombre conséquent. Donc, on lui doit une reconnaissance. Mais vous avez très curieusement, parmi les gens qui jusqu'à présent s'estimaient satisfaits de Vladimir Poutine, des personnes qui n'ont jamais profité des mesures de Poutine qui a favorisé, comme on le dit, une classe moyenne. Ça veut dire qu'au-delà de la question matérielle, de la précarité existentielle habituelle, il y a la question de l'idéologie et parfois des gens qui sont fascinés par Vladimir Poutine, même si eux-mêmes, personnellement, sont toujours au bord de la misère. Donc ça veut dire que si les sondages permettent de dire que les Russes sont moyennement en faveur de Poutine parce qu'on l'a dit, l'Ukraine est un petit frère et qu'on ne voit pas pourquoi on va attaquer le petit frère, on ne le saura pas forcément. Pourquoi? Parce que comme le dicton le dit, quand il fait froid, on casse le thermomètre, c'est ce qu'est en train de faire le pouvoir russe. Merci beaucoup Gauthier.